Bonjour, nous sommes mardi le 17 août 2021 et il y a quelque temps je vous avais annoncé une série de 4 vidéos. Je vous ai fait les 3 premières assez rapidement et puis j'attendais pour la quatrième. Je vous l'ai dit, c'est parce que j'attendais d'obtenir un exemplaire d'un livre sur Donald Trump et je parlais de ça, je ne sais pas, il y a 3 semaines et je regarde dans ma commande, le livre n'a toujours pas été expédié. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça peut être lié à cette politique éditoriale curieuse entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui fait que, en général, un livre à succès américain va être d'abord republié en Grande-Bretagne. Et puis nous, en Europe, quand nous obtiendrons un exemplaire, ce sera à partir de l'édition anglaise. Et parfois ça tarde, ou parfois le livre n'est même pas pris par une maison d'édition anglaise. Et dans ce cas-là, il faut attendre que ça nous vienne des États-Unis et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, je ne vais pas continuer d'attendre. L'envoi n'est même pas encore programmé. Quand je recevrai cet ouvrage, je vous en parlerai probablement. Mais une occasion m'est donnée à propos de, voilà, de la chute de l'occupation américaine, US, en Afghanistan, une occasion de parler de l'ensemble, c'est-à-dire d'une réflexion un peu géopolitique sur la thèse que je voulais illustrer, c'est-à-dire qu'en fait la présidence de Donald Trump fait partie d'un effondrement généralisé voilà, des sociétés humaines à la surface du globe lié aux événements de dégradation de l'environnement, réchauffement climatique, etc. Et je voyais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait sur mon blog, qui disait oui, mais le GIEC ne dit pas que les gens vont disparaître de la surface du globe. Il dit simplement que la température peut devenir insupportable à certains endroits. Mais le GIEC s'occupe du climat. Le GIEC ne s'occupe pas de savoir si ce qu'on va faire avec 1 milliard de personnes qui vont devoir se déplacer. Regardez avec ce qui se passe avec les quantités de gens qui cherchent maintenant à émigrer dans d'autres pays. On est encore très loin du milliard et le problème n'est déjà pas simple et donne lieu à des tragédies absolument tous les jours. Et quelque chose sur lequel j'insiste depuis très longtemps, on n'est pas sorti, on est sorti d'une guerre froide, on est en train d'entrer dans une autre. La première, c'était entre voilà, la sphère d'influence des États-Unis et la sphère d'influence de l'Union soviétique. Maintenant, on entre dans une autre avec remplaçant l'Union soviétique et remplacé par la Chine. Mais ce que je vois que les analystes oublient, c'est que les arsenaux nucléaires sont toujours là, même si on n'en parle plus tous les jours. Et ce sur quoi j'insiste à tout moment, c'est que il y a toujours un équilibre de la terreur. Il n'est peut-être plus entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il peut être sur un plan local entre l'Inde et le Pakistan. Il peut être entre une puissance nucléaire qui ne veut pas dire son nom au Moyen-Orient et des voisins extrêmement menaçants. Quand il y aura 1 milliard de migrants qui voudront venir dans des pays qui ne sont pas disposés à les accueillir, les tensions vont augmenter et on n'aura pas détruit cet arsenal nucléaire. Et à mon sens, il sera utilisé dans ce cas-là un jour ou l'autre. Donc le problème, c'est pas que les gens vont tous mourir de chaud, c'est que ça va créer, voilà, le réchauffement climatique va créer des conditions dans lesquelles la tentation d'utiliser l'arme thermonucléaire, qui peut déboucher assez rapidement, c'était quoi, je l'avais cité les chiffres un jour, je crois qu'il suffit d'utiliser 1,5% de notre arsenal nucléaire à l'échelle du globe, 1,5% pour créer un hiver nucléaire qui rend toute moisson impossible à la surface du globe pendant un certain nombre d'années. Et donc, voilà, une guerre thermonucléaire, en plus d'une température qui augmente de 4 degrés, même si les gens ne rôtissent pas partout, littéralement, c'est quand même une recette, je dirais pratiquement sûre. C'est la panacée universelle pour remplacer l'humanité par autre chose. Alors voilà, donc ça, il faut absolument pas l'oublier. Pourquoi dire que Trump fait partie d'un effondrement généralisé? J'y ai repensé l'autre jour, c'était très récemment, parce que quelqu'un avait eu l'amabilité de traduire mon récit qui s'appelle 17 portraits de femmes, l'avait traduit en anglais
grâce à l'outil DeepL qui est vraiment excellent. Et le premier chapitre, c'est quelque chose que j'ai écrit donc quand j'habitais à San Francisco en 2003. Et je raconte cette sorte de pseudo-séduction qui a lieu entre une femme et moi qui prenons le même bus tous les matins, mais où rien ne se passe et il y a même une certaine hostilité latente à partir de cette supposition probablement justifiée de sa part que je suis probablement un électeur démocrate. Elle ne se doute pas, bien entendu, que je ne suis pas du tout un citoyen américain. Mais comme je passais absolument inaperçu aux États-Unis en tant qu'étranger là, mais passant pour un citoyen américain, au point qu'on m'a souvent traité, j'ai raconté ça comme un citoyen américain et que j'ai dû même faire la preuve que je ne l'étais pas. Et cette femme qui est manifestement présente tous les signes extérieurs de voter républicain. Bon, on est en 2003, c'est-à-dire il y a 18 ans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est déjà à couteau tiré à l'intérieur de ce pays entre deux clans et qu'on est passé d'une problématique, qui est une problématique ancienne à part la période de la guerre civile, que nous appelons nous guerre de sécession. On est passé d'une problématique où chaque parti essaye de convaincre les électeurs de l'autre parti, et une problématique où on a perdu absolument toute confiance que ça peut se produire, et où on essaye simplement au lieu de convaincre, on veut simplement éliminer l'adversaire. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait du gerrymandering, c'est-à-dire que le vainqueur essaye de découper les circonscriptions électorales de telle manière à essayer de verrouiller le vote en faveur de son parti. Ou bien, comme ça se fait récemment depuis quelques mois, on vote, le camp vainqueur vote des lois qui interdisent de fait aux électeurs de l'autre parti de voter, en tenant compte de ces particularités et en s'arrangeant du coup pour qu'ils n'aillent pas voter, en supprimant les isoloirs dans les quartiers où l'autre parti est dominant, etc. En s'arrangeant pour cibler une partie de la population pour l'empêcher de voter. Et donc, il y avait donc déjà en 2003, c'est ça qui me frappe l'autre jour quand je relis mon propre chapitre, il y avait déjà une polarisation extrêmement violente dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand on regarde, ça a été étudié par les instituts de sondage et par d'autres départements de sciences politiques et des choses comme ça. Quand on demandait aux gens de s'exprimer sur un point particulier, il y a encore, je dirais, 50 ans, une sorte de masse relativement indistincte de votants du Parti républicain et démocrate. Et plus les choses avancent dans le temps, plus il s'agit de deux populations qui deviennent absolument distinctes. Il n'y a plus de vote, même les indépendants, ceux qui sont appelés indépendants aux États-Unis, ne se situent plus entre ça. Ce sont simplement des gens qui, pour une raison ou une autre, se manifesteront un jour comme étant des républicains ou des démocrates. Deux populations absolument polarisées. Et qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que ça a favorisé? C'est qu'apparaisse dans cet horizon-là un candidat qui dise carrément qu'il faut exterminer l'autre camp. Ça a été le cas de Trump dans sa campagne, en 2015-2016, puis il a été élu, et on a là un candidat qui représente en réalité, je dirais, la réalité implicite de l'un des camps, du camp républicain. On a eu tendance, et moi peut-être aussi un petit peu, à dire bon, c'est un personnage venu de nulle part qui a kidnappé un parti. Et j'ai eu l'occasion de lire un livre qui s'intéressait à l'âme du Parti républicain. J'ai cité ce livre dans la conclusion du dernier volume que j'ai fait sur Trump. Ce monsieur-là se doutait de ce qui allait se passer. Il disait que c'est par accident que des personnalités plus clivantes n'étaient pas apparues dans l'horizon du parti républicain auparavant. Il y a eu quelques cas comme M. Goldwater et des choses beaucoup plus anciennes, mais un candidat qui allait carrément dire il faut se débarrasser du camp d'en face,
en 2016, l'opinion américaine était prête pour ça, était mûre pour ça, d'autant qu'un certain nombre de gens qui étaient des votants, des électeurs traditionnellement de gauche, ont été séduits par la dimension populiste du ballet, tous pourris, etc., de M. Trump. Pas de raison de s'étonner, même en France, même dans nos pays, il y a des gens à gauche qui sont séduits par ces problématiques du tous pourri et du coup de balai, qui font partie, je vous le rappelle, du grand arsenal des années 30 et qui à l'époque étaient brandis non pas par des partis socialistes, mais par des partis qui s'affirmaient clairement comme des partis d'extrême droite. Voilà donc pour la situation aux États-Unis. Elle n'évolue pas véritablement. Pourquoi est-ce qu'elle n'évolue pas véritablement? Eh bien, essentiellement parce que les institutions ont été prises de court. Ça, ce sont des choses que j'ai soulignées au fur et à mesure. C'est le fait que l'opinion américaine, le système américain, le système démocratique américain, avec démocratie évidemment dans un sens bien particulier, qui est celui des États-Unis, n'avait pas prévu, c'était prévu nulle part qu'un candidat aussi, qui ruerait autant dans les brancards, qui serait autant l'éléphant dans le magasin de porcelaine, puisse apparaître au sommet. Il n'y a pas, quand Trump a demandé est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de me gracier moi-même en cas d'inculpation, il n'y avait pas de loi qui interdisait spécifiquement au président de ne pas se gracier lui-même. Pourquoi? Parce qu'une éventualité aussi extraordinaire n'a pas été prévue par les institutions. Le système n'était absolument pas prêt pour avoir, je dirais, un candidat proto-fasciste qui se retrouve tout à coup en position de président. Et je suppose, bien que je ne connaisse pas le cas de manière détaillée, je suppose que dans les années 30, en Italie et en Allemagne, on a dû voir des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire que les institutions, pas prêtes, pas de texte pour interdire spécifiquement des choses qui sont de l'ordre du coup d'État. Alors pour terminer, l'Afghanistan. L'Afghanistan, là, ça ne reflète pas particulièrement une position de droite ou de gauche, républicaine ou démocrate aux États-Unis. C'est la politique même des Américains depuis des années et des années. Et il faut remonter le plus haut quand on envisage des choses comme cela, comme l'annexion de Hawaï au XIXe siècle. En Europe, on a tendance à dire oui, ils sont naïfs, les Américains, etc. Ils croient que tout le monde a envie de faire exactement ce qu'ils veulent, que tout le monde n'aspire qu'à une seule chose, que de vivre aux États-Unis. Et en fait, c'est pas exactement de ça qu'il s'agit. C'est un pays extrêmement riche et c'est un pays qui, quand il va ailleurs et essaie d'imposer sa vision de la démocratie, cela s'accompagne par des millions, des milliards de dollars. Et comme on se trouve en général dans des pays où il s'agit de s'opposer à une politique plus ou moins de gauche, plus ou moins, populiste en face, ce fait de déverser des sommes considérables dans un pays qui se trouve en général dans des démocraties de type république bananière, ça ne peut faire qu'une chose, c'est d'aggraver encore la corruption. Comme le faisait remarquer une journaliste que je regardais tout à l'heure, malgré les milliards de dollars qui ont été déversés en Afghanistan, le niveau de vie de la population n'a pas augmenté d'un millimètre. Pourquoi? Parce que ces sommes-là, comme dans les cas de ce qu'on a appelé à l'époque de la guerre du Vietnam des gouvernements fantoches, que des gouvernements fantoches sont constitués de gens qui sont absolument corrompus au sommet et qui arrivent à pomper entièrement à leur propre profit et celui de leur famille les sommes qui sont déversées. Ça, les États-Unis manifestement ne l'ont pas compris. On discute beaucoup dans les débats qui ont lieu à la télévision. Pourquoi n'a-t-on pas tiré le son de l'expérience du Vietnam et de la débâcle du Vietnam? C'est la même chose, on ne se rend pas compte, on croit que tout l'ensemble d'une population va se convertir à un type de démocratie à l'américaine, en ne voyant pas que de la manière dont les dollars sont déversés, ce n'est pas du tout cela qu'on instaure sur place et que éventuellement le camp d'en face peut apparaître comme une libération, comme une délivrance.
Alors, ce n'est pas la question, comme les Américains ont envie de le poser d'habitude, est-ce qu'il vaut mieux vivre sous Pol Pot au Cambodge ou bien éventuellement que les États-Unis annexent le Cambodge à cette époque? Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut le poser, parce que ce n'est pas cela, ce ne sont pas des petits États-Unis que les États-Unis créent localement qui pourraient poser la question de savoir si la population locale devrait se convertir entièrement à ça. Non, ce sont les oligarchies locales qui se trouvent boostées par le fait que de l'argent supplémentaire leur vient. Et quand le choix se fait, comme on le voit en ce moment en Afghanistan, entre, je dirais, comment dire, entre Caraïbes et Silla, eh bien, c'est un peu une question, je dirais, de pile ou face qui va décider de ce qui va se passer. Dans ce cas-ci, bon, les démocrates essaient de se déforcer sur Trump pour ce qui est en train d'avoir lieu. C'est vrai qu'il a organisé l'année dernière un transfert de fait du pouvoir, mais il y a plus que ça. C'est la politique des États-Unis au fil des siècles, en fait, qui est en cause dans ce genre de choses. Les États-Unis n'ont toujours pas compris ce que c'est que vouloir le bien et surtout d'essayer de l'imposer à d'autres nations qui n'en veulent pas nécessairement, ou en tout cas pas sous la forme qu'elle ça la prendra quand ils viendront localement et déverseront simplement des dollars sans s'assurer véritablement que l'on passe à quelque chose que les gens sur place voudraient véritablement, que ce soit une démocratie à l'américaine ou autre chose qui serait davantage à leur goût. Voilà, merci.